Bonjour et bienvenue sur Octogone. Aujourd'hui, on vous propose un nouveau format. Donner la parole à ceux qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et pour aujourd'hui, nous avons Morgane, 29 ans, qui travaille aux éditions des Lacs et qui va nous parler des troubles du comportement alimentaire. Bonjour Morgane. Bonjour, merci de me recevoir. Et merci à toi d'être venue. Merci, qui nous vient de loin en plus. Oui, j'ai pris le train, toute seule. C'est quoi le nom de la ville déjà ? Hartmannswiller. À tes souhaits. Près de joli. Mulhouse. Près de Mulhouse. Alors Morgane, comment te dire les choses ? Il y a des combats qui sont graves, il y a aussi des combats qui sont plus légers, et qui en disent quand même assez long sur nous. Vous me sentez venir, c'est les fameux combats ordinaires. Est-ce que toi Morgane, tu as un combat ordinaire ? Bien sûr. Mon combat ordinaire et quotidien, je le mène un peu contre mon mari. Qu'on embrasse. Oui, évidemment. Il faut savoir que j'ai un peu une tendance de petit écureuil en fait à conserver des petits gâteaux dans le placard, notamment des Kinder Happy Hippo ou des Kinder Choco Fraîche. J'en garde bien toujours préciser, un. ouais. Oui, non mais c'est principalement ceux-là quoi. J'en garde toujours un de côté vraiment pour le moment où j'ai envie de me le faire, quoi. Et au moment où j'ai envie de me le faire, il faut qu'il soit là. Donc, ce qui fait que tous les jours, je vérifie, en fait, que mon mari n'a pas mangé ma dernière denrée. Pour que... Ouais, je sais. Combat Kinder. C'est vrai que ça fait vraiment écureuil quand même comme Ouais. combat. Mais je pense que c'est en lien avec, comme dit, le sujet d'après. Hein. Oui. Voilà. Là, on peut enchaîner tout de suite dessus, je crois. Du coup, pour aborder le sujet des troubles du comportement alimentaire, on va d'abord définir ce que c'est. Donc la définition, je l'ai trouvée sur Passeport Santé parce qu'en fait, j'ai eu honnêtement du mal à trouver une définition qui englobait vraiment tous les troubles du comportement alimentaire. Ça m'a assez étonnée. Et donc les troubles de l'alimentation, aussi appelés troubles des conduites alimentaires ou du comportement alimentaire, TCA, désignent des perturbations graves du comportement alimentaire. Le comportement est considéré comme anormal parce qu'il est différent des pratiques alimentaires habituelles, mais surtout parce qu'il a des répercussions négatives sur la santé physique et mentale de l'individu. Les TCA touchent beaucoup plus de femmes que d'hommes et débutent souvent à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Comme tu disais, les TCA touchent beaucoup plus les femmes que les hommes, et les statistiques le montrent d'ailleurs, puisque 1,9% des femmes sont touchées par la boulimie, tandis que ce ne sont que 0,6% des hommes. Ça fait environ un homme pour 3 femmes touchées par la boulimie. Et pour ce qui est de l'anorexie, chez les femmes, on a 1,4% des personnes qui sont touchées pour 0,2% des hommes qui sont ou ont été anorexiques. Donc ça nous donne un sex ratio, comme on dit en médecine, de 1 homme pour 8 femmes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc là, on a simplement des exemples sur l'anorexie et la boulimie, mais il faut se rappeler que les troubles du comportement alimentaire englobent énormément de troubles différents. Donc voilà, les plus connus sont la boulimie et l'anorexie, mais il en existe beaucoup d'autres. Et pour ce podcast, on a Morgane qui est avec nous en direct, mais nous avons aussi Sophie qui nous a enregistré son témoignage tout simplement parce qu'elle a aussi subi des troubles du comportement alimentaire. Et en fait, on va animer ces témoignages avec ces enregistrements. Donnons la parole à Sophie. Et c'est parti. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Sarah de m'avoir invitée sur ce podcast pour parler des TCA, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Ça a fait partie de ma vie pendant 2 ans. Et voilà, je pense que c'est très important de libérer la parole là-dessus, comme sur beaucoup d'autres sujets. Donc je vais apporter modestement ma petite pierre à l'édifice. Je sais pas trop quand ça a commencé officiellement, quand je m'en suis vraiment rendu compte, parce que déjà je pense que ça commence dans l'enfance en fait, vraiment. Je me souviens nettement quand j'étais petite, j'avais cette sensation, vous savez, un peu d'hypoglycémie, et là j'ouvrais le placard ou le frigo et vraiment, je m'envoyais tout ce qu'il y avait dedans. Et voilà, j'ai des souvenirs très nets de ça. C'était pas régulier, mais voilà. Ensuite, adolescente, en gros, j'ai arrêté de faire du sport. Je faisais de la natation en compétition. Avec l'école, c'était plus compatible. Et du coup, j'avais plus de dépenses énergétiques importantes. Et j'ai commencé à prendre du poids. Donc, j'ai pris du poids. Sans atteindre de l'obésité ou quoi que ce soit. Juste, j'étais rondouillette, quoi. Et je me suis toujours sentie mal dans ma peau, vraiment très très mal.
Et puis, il y a un moment, j'ai atteint un chiffre sur la balance qui m'a fait me dire waouh, en fait, mais je suis vraiment pas bien, mais vraiment pas. Donc, du coup, en gros, j'ai commencé à faire du sport, donc de la muscu, tout ça. Et ça avait marché. Enfin, je perdais du poids, j'étais bien. Je me sentais mieux et j'ai pris goût au sport et vraiment parce que c'était quelque chose que j'aimais pas du tout, donc j'ai pris goût au sport, c'était génial. Juste un peu avant ça, je crois que j'ai essayé quand même de recadrer un peu mon alimentation, du style faut arrêter les tranches de pain de mie ou essayer de mettre un peu plus de légumes ou voilà, de ce genre de choses. J'ai fait ça. Et puis une fois que j'ai perdu en 1 an et demi, on va dire, mes 20 kilos entre guillemets en trop, hein, juste pour que je sois bien dans mon corps, il y a eu ça nickel. Après, je suis passée sur une alimentation végétalienne, donc elle n'avait rien à voir avec mon poids, c'était pour des questions éthiques. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et c'est peut-être quelques mois, moins d'1 an après, en fait, j'ai attaqué un nouveau boulot et dans ce nouveau boulot, bah en fait, c'était en petite enfance, c'était en crèche. Hein, et en crèche, il y a beaucoup de gâteaux, de sucreries, de machins qui traînent partout. Enfin, si vous voulez, vous pouvez bouffer toute la journée en crèche. Hein. Et du coup, voilà, j'ai commencé à beaucoup grignoter, tout ça. Alors, on va dire, pour vous résumer, ça a duré 2 ans, ces TCA. Et j'ai pas spécialement pris de poids parce qu'en fait, je compensais par le sport. Mais vraiment, il y avait cette culpabilité d'avoir tant mangé et du coup de compensation par le sport. Donc, je prenais pas de poids, mais j'étais clairement pas bien, ni dans ma tête, ni dans mon corps avec cette obsession des aliments. Et en fait, je crois que ça a vraiment commencé. C'est là où je me suis dit, oula, t'es en train peut-être de faire n'importe quoi. C'est quand j'ai téléchargé une application où on peut rentrer tout ce qu'on mange et ça dit les calories, les trucs. Et c'est là, voilà, j'ai commencé à vraiment noter tous les trucs que je mangeais, entre guillemets, en trop, selon moi. Et c'est là que j'ai pris peur, en fait. Vraiment, j'ai senti que je rentrais dans un cercle infernal. Et puis, je me sentais pas du tout bien, ni dans ma tête, ni dans mon corps. C'était la boucle infernale. Et il n'y a plus de plaisir. On est vraiment dans un espèce d'obsession et de culpabilité immédiate derrière. Et il y avait même aussi parfois cette déconnexion. C'est-à-dire que je voyais un gâteau et en gros, je pense, je fonçais dessus et je ne reprenais véritablement conscience de mes actes que quand j'avais englouti une bonne partie du truc. Donc ça m'a bien affolée quand même de me dire ça. Donc je suis allée voir une psychologue nutritionniste, voilà, qui m'a énormément aidée. Et en parallèle aussi, j'avais une chaîne YouTube. Elle s'appelle, alors je sais pas si elle existe toujours. Ça s'appelait Amina Sutter. Et voilà, alors elle fait plus ça, je crois maintenant, mais voilà, il y a des dizaines et des dizaines de vidéos là-dessus sur les troubles du comportement alimentaire et vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Morgane, tu as posé des questions sur ta page Instagram Édition des Lacs, sur les questions éventuelles des gens sur les TCA. Et il y en avait notamment une qui rejoint ça. Et pour commencer, justement, comment et quand tes TCA se sont manifestés ? Alors moi, je rejoins Sophie. En fait, j'ai un peu de mal à déterminer véritablement quand ça a commencé, parce que c'est quelque chose qui est très insidieux, en fait. Après, moi, ça a commencé dans l'enfance, mais dans le sens où, en fait, l'enfance est le terreau de l'adulte qu'on sera plus tard, et le terreau, il est plus ou moins fertile, en fait, pour développer des troubles du comportement alimentaire. Ça se manifestait donc pas par ma façon de manger, de consommer la nourriture, mais c'est, je pense, l'histoire familiale qui fait que j'ai eu peut-être des prédispositions à. Je tiens à dire aujourd'hui que tout est apaisé, hein, je m'entends très bien avec mes parents, on a tous fait beaucoup d'efforts, on a beaucoup grandi. C'était moins facile plus jeune. Mes parents ont fait comme ils ont pu avec les armes qu'ils avaient. Donc j'avais un papa qui n'était pas présent et une mère très angoissée et donc surprotectrice. Ok.
Voilà, donc ça a un petit peu posé les jalons. Mm. Alors, ça m'a montré la voie. Et puis un couple aussi qui se sépare, qui se remet ensemble, qui se sépare. Hyper instable. Voilà, qui maintenant sont mariés pour la deuxième fois. Et tout le monde va très bien maintenant, génial, aujourd'hui. ouais. C'était un peu plus compliqué avant, mais aujourd'hui tout le monde va très bien. Et il y avait aussi peut-être une certaine... alors c'est pas de la prétention, hein, mais une intelligence et une maturité chez moi qui fait que même en tant qu'enfant, inconsciemment, je pense qu'on m'a intégré dans des problématiques d'adultes. Ouais. Et je pense que au fur et à mesure, finalement, il y a toutes ces responsabilités-là qui sont mises sur vos épaules. Et quand tout fout le camp, quand rien ne va, finalement, vous pensez que c'est votre faute. Ok. Et oui. Et du coup, c'est parti de là. C'est parti de là. Donc, à peu près au moment où il y a eu l'annonce du divorce, en fait, de mes parents, où là, alors, on est toujours plus intelligent après, hein, avec le recul, hein, forcément. Hein, on analyse plus facilement, je pense. Là, t'es pas dans l'émotionnel, quoi. Voilà. Et puis ça a été un long travail aussi de psychothérapie derrière. Hein. C'est clair. Mais voilà, en fait, tout a foutu le camp et je me suis dit, mais merde, c'est ta faute. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 16 ans. Ok. Ouais. J'avais 16 ans et en fait, j'ai pris tous les maux du monde en fait sur mes épaules. Ouais. Une grosse culpabilité. Je pense que c'est une notion qui est très importante en fait, qui est prédominante dans les troubles du comportement alimentaire. Alors, en tout cas, dans les miens, après, peut-être que ça fera écho à d'autres. Moi, ça a été la culpabilité, en fait, qui m'a poussée à adopter ce type de conduite. Et ça s'est manifesté comment, du coup? Alors, moi, alors, ça a démarré, comme je le disais, de façon très insidieuse. Donc, j'étais au lycée, j'étais à la cantine. J'ai commencé à réduire les portions à la cantine, puis finalement déserter la cantine, évidemment sans prévenir maman qui payait qui payait la cantine, quoi. Mais voilà, tu demandes à un copain, écoute, Arnaud, ramène-moi une tranche de pain, un bout de fromage. Et puis, au fur et à mesure, tu lui dis, écoute, ramène-moi juste du pain. Et puis, au bout d'un moment, ramène plus rien, quoi. Donc voilà, ce qui fait que j'arrive pas vraiment à le situer dans le temps, hein, parce que ça s'est fait progressivement, finalement. Ouais, puis ça s'est fait inconsciemment, non? Ouais, complètement. Ouais. Et un jour, j'ai un ami qui m'était très cher, qui m'a balancé en pleine figure, de toute façon, toi, t'es anorexique. Donc, je l'ai super mal pris, j'ai fait la gueule. C'était au printemps 2008. Et en fait, le 13 décembre 2008, c'est mon médecin de famille qui m'a dit, écoute, il faut appeler un chat un chat. Tu es anorexique. Oh la vache. Voilà. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a peut-être un problème. Et donc, moi, j'étais en fait anorexique restrictive. Donc, ce qui fait que je ne mangeais plus. Je ne vomissais pas. Par contre, je consommais des laxatifs énormément parce que il fallait quand même que je vide ce que je ne mangeais pas, ce qui est assez terrible en fait finalement. Et je me remplissais avec de l'eau. Je buvais jusqu'à 8 litres d'eau par jour pour me remplir. Mais alors, j'ai une question. Étant donné que tu consommais des laxatifs, tu les consommais consciemment pour vraiment cette envie de vider, du coup, littéralement, ou c'était tellement inconscient que tu le faisais parce que tu disais que ça te faisait du bien? Non, c'était en fait pour me purifier. Parce qu'il y a toute une symbolique. Moi, je l'ai... Enfin, voilà. Aujourd'hui, je l'analyse comme ça. Il y a toute une symbolique, en fait, dans l'acte de privation. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout est fait pour nous enivrer, pour qu'on consomme. Et pour gérer, en fait, cette culpabilité, pour atteindre, en fait, un peu la rédemption, l'acte de privation, il est super symbolique. Tu mortifies tous tes sens, tu luttes contre tout ce qu'il y a autour. T'es presque... il y a peut-être même une connotation religieuse en fait, parce que l'acte de privation il est significatif dans différentes religions. Hein. Voilà, le corps en fait c'est une enveloppe, c'est un encombrant, c'est une enveloppe qui est nécessairement souillée. Et pour te purifier, pour te nettoyer en fait un petit peu de tes péchés, de t'élever, tu cherches à le faire disparaître. Ou à te faire mal, tu te flagelles en fait finalement. Ouais. C'est terrible de penser qu'à 16 ans, t'en es au point d'essayer de purifier des péchés que tu peux pas avoir. T'as 16 ans. T'as que 16 ans. C'est le problème de toute la culpabilité. En fait, je croyais que c'était ma faute. Et il fallait que j'expie cette faute d'une façon ou d'une autre. Et tes parents t'ont rien fait remarquer avant que tu vois le médecin?
Maman, si, mais un petit peu. Voilà, de temps en temps, je trouve que t'as maigri. Mais on trouve des solutions. Ouais. On va mettre 2 sous-pulls sous le pull, et puis un 3e sous-pull, et puis on va mettre des pantalons larges, et puis on va plus dévoiler ses bras. Voilà, on trouve en fait on va dire des subterfuges Ouais. finalement, et d'autant plus que comme j'étais comment on appelle ça, en demi-pension Ouais. au lycée, Mm. ben, elle ne pouvait pas forcément contrôler ce que je mangeais ou pas. Mm. Donc voilà, c'est... Et puis il y a aussi peut-être on n'a peut-être pas envie de voir. C'est difficile pour les parents de voir ça et de comprendre, parce qu'on en parle trop peu. Donc quand vous êtes parent et que vous voyez que votre fille mange moins, maigrit un peu, on peut le mettre sur le compte de l'adolescence. J'ai toujours été, comme Sophie, considérée comme bonne copine, un peu rondouillarde, donc peut-être qu'ils se sont dit à un moment, elle est dans sa phase d'adolescence, elle est peut-être pas bien, elle fait attention, et la frontière en fait, elle est super fine. Et voilà, donc je peux pas leur jeter la pierre. Oui, c'est ça, faut déculpabiliser les parents aussi à qui ça a pu C'est très arriver à important. leurs enfants. Mhm. Parce que déjà, en plus, tu le disais, tes parents étaient... Il y avait le divorce, il y avait tout ça. Enfin, les parents restent des êtres humains qui ont leur vie. Et toi, tu es juste un adolescent, un futur adulte en développement. Donc, tu as tes propres problèmes. Et c'est dur, effectivement, pour un parent de se rendre compte de ses problèmes, parce qu'il faut l'œil. Je trouve qu'il faut quand même l'œil. Ouais. Sophie, je précise du coup, Sophie est ma sœur. Et c'est vrai que... même moi, le témoignage dont elle parle, j'ai grandi du coup avec elle, je l'ai pas vu. Ouais. Je l'ai pas vu, donc... Mais je me dis qu'il doit y avoir un truc assez trompeur, comme pour la dépression d'ailleurs, où l'entourage se dit c'est une période. C'est Mais une oui. période, c'est une phase. Et en fait, C'est ça ça. dure, mais tu te rends pas compte. Et que on ça arrive dure. à donner le change. Ouais. Exactement. On passe quand même maître dans l'art de De tromper. De tromper, ouais. tromper. Des apparences. Ouais, parce qu'en fait, on se trompe surtout soi-même. Mm. Ouais, c'est ça. Là, on excelle là-dedans. Bah oui, quand tu Ce qui fait parles que c'est du très principe facile, tu te mens à finalement, toi-même. De Mais c'est tromper ça. les autres. Ouais, je voulais te demander, est-ce que tu te trouvais belle? Comment tu te trouvais comme ça? Quand j'ai commencé à maigrir, Ouais. en fait, c'est bizarre parce que je savais que je maigrissais. Intellectuellement, je savais que je maigrissais. Émotionnellement, j'arrivais pas à le percevoir. Mhm. Ok, ouais. Je me trouvais toujours grosse. Je suis descendue à 33 kilos. J'avais que la peau sur les os. Ouais, c'est clair. Bah oui, J'attrapais bah oui. encore ma peau en me regardant dans le miroir et en me disant mais t'es une grosse vache. Voilà. Ouais. Et même encore aujourd'hui, j'ai ça revient de temps en temps. Voilà, de temps en temps, je n'arrive pas La à me petite voix. voir. Ouais, c'est ça, la sale petite voix qui. Qu'on a tous et que... Exactement. La première chose qu'on a travaillé avec ma psy, qui est psychologue nutritionniste, c'était surtout ce rapport à la nourriture et en fait la satiété. La satiété, parce que en fait, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment engloutir, par exemple, plein de petits gâteaux ou de chocolat sans jamais être écœurée. Enfin, ou alors, vraiment, non mais il fallait engloutir des quantités astronomiques, quoi, vraiment. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Donc, l'idée, c'était que je me reconnecte à mon corps, vraiment, parce que j'étais coupée. Quand on engloutit comme ça, on ne mange pas du tout en conscience, j'étais coupée. Et du coup, j'avais beaucoup de mal, en fait, à doser et ma faim et ma satiété. Savoir si j'avais énormément faim ou pas. Enfin, des fois, ça prenait des proportions assez ahurissantes, dans le sens où, en fait, je supportais pas rester plusieurs heures sans manger. Genre, psychologiquement, c'était pas possible. Donc déjà, il y a toute cette notion de croyance au niveau de l'alimentation qui est très importante, qui peut être, qui peut être liée à tellement de choses, un manque d'amour, juste on veut se remplir, voilà, bref, il y a beaucoup de choses. Et en fait, j'ai commencé à noter dans un carnet ces sensations de satiété. Et je faisais des tests. Vraiment, je me disais, bon, là, j'ai l'impression que j'ai assez mangé. Je vais m'arrêter. Qu'est-ce que ça va donner ? Et alors, des fois, en fait, non. Il se trouve que j'avais trop mangé, que j'avais encore cette
sensation d'estomac plein qui est finalement pas agréable du tout. Ou parfois, bah non, je m'étais plantée. En fait, il se trouve qu'une demi-heure, 1 heure après, j'avais refaim. Donc voilà. Donc, j'ajustais ça et c'était très intéressant comme travail sur moi. Parce qu'il y a toujours quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, de cette culpabilité derrière, ce petit saboteur dans notre tête qui nous dit « Non mais t'es nul, t'as vu, t'arrives même pas à ne pas manger ce gâteau, à faire ce que t'as dit, vraiment, c'est affreux. » Toute petite précision à faire, parce que j'ai oublié de préciser après qu'il n'y a pas eu que l'anorexie restrictive. Comme je te le disais, je suis tombée en fait dans des TOC alimentaires ensuite. Donc alors je ne sais plus vraiment comment, pourquoi, j'ai recommencé à manger, mais j'ai développé une obsession des chiffres. Qu'on a déjà en tant qu'anorexique, parce qu'on a la pesée, parce qu'on a les calories. Elle en parle, voilà, avec l'application qu'elle avait. Exactement. Et finalement, ça rejoint même un petit peu ce qu'on parlait avant de symbolique religieuse, parce que finalement, tu as aussi cette obsession des chiffres, du calendrier, les 40 jours du carême, le ramadan qui est calibré sur l'heure de lever du soleil, l'heure du coucher. Donc c'est tout. C'est institutionnel, quoi. Ouais. Vraiment, Et en fait, donc j'ai commencé à développer ces tocs alimentaires, j'ai recommencé à me nourrir. J'achetais du pain de seigle à la boulangerie en face de la prison d'Ensisheim qui était tranché. Je ne mangeais que les 5 ou 6 tranches du milieu puisqu'elle faisait en fait le nombre de centimètres dont j'avais besoin. Je prenais 30 grammes de pavé d'affinois. Je me levais à 4h30 du matin et je finissais de manger à 6h30. Voilà, j'avais 2 heures de petit-déj. Le midi, je mangeais une pomme golden qu'il fallait qu'elle soit parfaitement calibrée. Elle devait faire entre 230 et 250 grammes. Donc je vous dis pas à quoi ressemblaient mes courses. C'est vrai que J'étais Keblo pendant 3 heures aux pommes. Et le soir, elle jetait toutes celles qui correspondaient à ça. pomme. Non, mais c'était obsessionnel. C'est vrai que t'as le chiffre qui est hyper présent. Toujours. Et le soir, c'était 200 grammes de courgettes cuites à l'huile d'olive en plus. C'était la fête, j'avais l'huile. Est-ce que c'est toi la nana qui bloque la balance au supermarché pendant des heures, là, qui pèse Exactement. tout Sincèrement, je pense que j'ai dû en énerver plus d'un avec mon caddie de pommes ou mon gros panier de pommes et dire toi je te prends, toi je te prends pas. Et voilà. Et le soir, c'était mes 200 grammes de courgettes que je mangeais assise par terre sur la table du salon, toujours dans la même assiette, avec une fourchette à dessert. Je prenais une fourchette, j'allais mettre mon assiette au micro-ondes, j'appuyais 2 fois, ça réchauffait pendant 1 minute, j'allais pisser, je me lavais les mains, je reprenais mon assiette du micro-ondes, je m'asseyais, je prenais une fourchette, je la remettais dans le micro-ondes, 1 minute, pisser, laver les mains, revenir. Donc ce qui fait que je mettais une plombe aussi à manger 200 grammes. C'est un rituel. C'était un rituel. Et en fait, comme il y avait cette histoire de responsabilité, puis en même temps, vu que j'avais été très protégée par ma maman, ma bulle en fait a un petit peu éclaté. Il y a eu ce divorce, j'étais arrivée au lycée, donc c'était la liberté dans les horaires. Quand tu avais une heure de creux, tu n'étais plus obligée d'être surveillée en études. Ta mère connaissait pas les horaires de bus, et tout ça a explosé. Donc ce qui fait que tout mon monde en fait s'écroulait. Et il fallait que je reprenne le contrôle d'une façon ou d'une autre. Et c'était là-dessus. C'était là-dessus. C'est ça. Et tu disais que ça a duré 8 ans. Non, que 6. 6, pardon, 6. Attends pour moi, heureusement. Ouais. Même si c'est déjà énorme. Et donc, t'es arrivé à ce point-là où le médecin t'a dit ce que c'était. C'était l'anorexie restrictive. Et c'est quoi la suite ? Oui, donc le médecin, c'était en 2008. Donc, même s'il a décrété que c'était l'anorexie, j'ai forcément pas réagi tout de suite. J'ai réagi beaucoup plus tard. Mais en fait, j'ai réussi à m'en remettre grâce à la fois un accompagnement classique, entre guillemets, donc psychiatre, y compris avec des médicaments, parce que j'ai eu besoin de la béquille chimique, en fait, des antidépresseurs et des anxiolytiques pour pour ne pas m'effondrer, en fait, tout simplement. Et en parallèle, j'ai essayé de trouver d'autres solutions qui, en tout cas, ont fonctionné pour moi, notamment la kinésiologie, la chiropraxie, je suis même allée voir un magnétiseur, ce qui fait que moi, les 2 approches me paraissaient très complémentaires, parce qu'en fait, j'ai quand même eu, et je tiens à préciser que c'est vraiment mon sentiment personnel, c'est pas une généralité, j'ai quand même eu l'impression par moment que dans mon accompagnement classique, on cherchait plus à soigner le symptôme que guérir la
Ouais. la véritable La cause ouais. du problème. Ouais. Et ce qui fait qu'avoir un autre type d'accompagnement, notamment par le biais de la kinésiologie, ça m'a permis de traiter, on va dire, l'origine du mal. Donc cette culpabilité, cette peur aussi terrible de l'abandon, puisqu'il y a ça aussi. Parce qu'en étant malade, peut-être que j'espérais aussi que mon papa Ouais. s'occupe de moi. Ouais. Ouais. Voilà, donc en fait, on a vraiment traité par le biais de ces thérapies-là, avec la mémoire du corps, plein de choses en fait dont je ne me souvenais plus consciemment, mais que j'avais profondément en moi. On les a progressivement en fait extraites et j'ai commencé à les formuler, à les verbaliser, beaucoup par l'écrit. C'est ce qui m'a sauvée aussi en partie, hein, c'est de pouvoir écrire dessus. C'était ma nouvelle purge en fait. J'avais plus besoin de laxatif, ma nouvelle purge c'était l'écriture. Donc c'est Oui, vraiment... ce besoin de faire sortir quelque chose. C'est et ça, en fait, exactement, c'était Oui, ma mais- chasse d'eau quoi. Ça ressort de ce que tu disais dans ton chemin de guérison, c'est qu'il y a l'aspect médicamenteux qui est presque de la survie. Et ensuite, tu as Ouais, c'est tout ça. le reste, c'est vraiment guérir la tête une fois qu'on essaie de stabiliser le corps. C'est ça. En fait, ça te donne de quoi... Juste reprendre la vie. Ça te donne de quoi... Lycée pour repartir sur des bases Voilà. plus saines. Ouais. C'est ça. Et les deux, je pense que sont vraiment enfin, en tout cas, pour moi, les deux ont été très complémentaires et Oui, c'est comme nécessaires, disait quoi. Sophie, voilà, c'est complètement de voilà, tu manges parce que tu as un manque d'amour, un manque de quelque chose. Toi, tu parlais de ton papa. Voilà, je pense que c'est important de rappeler aussi que ça vient de quelque part. C'est pas. Ouais. Enfin, c'est pas. Parce qu'il y a aussi. C'est pas anodin. Ouais, c'est ça, c'est pas anodin. Et il y a aussi une image un petit peu de l'anorexie, tu sais, où c'est la fille qui veut être jolie, qui veut machin, qui se prive de. C'est pas. Et puis c'est un Il y a plus caprice. loin. Et puis, C'est pas un voilà, caprice. Voilà, c'est ça. Il y a encore beaucoup de préjugés en Énormément. fait, Ouais. qui pèsent sur les troubles du comportement alimentaire. En fait, j'ai l'impression que quand on se pose la question face à quelqu'un qui a un trouble du comportement alimentaire, on va dire quelqu'un qui est anorexique, parce que à un moment, tu sais, c'est très flagrant. On se pose la question sans aller assez loin, tu sais, on se dit « Ah, elle mange pas beaucoup, elle est hyper maigre, elle doit avoir un problème dans sa tête. » Et pourquoi elle a un problème dans sa tête, en fait? On va pas jusqu'à cette question-là. Mais on s'arrête en fait souvent à justement la première question que tu te poses. On pourrait presque... Enfin, j'ai parfois l'impression qu'on assimile ça, mais plus ou moins comme toutes les pathologies psy, hein, à de la folie. Et Plus la ça touche folie, principalement les femmes, voilà, c'est l'hystérie, l'hystérie, tout ça. enfin. Et la folie, on en avait discuté avec Sarah, il y a ce phénomène d'attraction-répulsion. Les anorexiques, tout ça, tu vas les regarder un petit peu comme un phénomène de foire, on dirait avec leurs allures de phasme, enfin, t'as pas l'habitude de voir ça, tu vas regarder, tu vas être dégoûté, et peut-être même apeuré, parce que c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas, que tu ne comprends pas. Voilà, et on va assimiler ça, en fait, de toute façon, tout ce qu'on ne comprend pas et tout ce qui relève de la psy, beaucoup de gens l'assimilent à de la folie, alors que non, derrière, il y a un mal-être qu'on peut soigner, mais qu'il faut identifier, pour lequel il faut être accompagné. Mais ce qui est très douloureux dans cette maladie, pour moi, bien plus que les symptômes physiques, ça a été la solitude qui accompagne cette maladie, l'incompréhension, le jugement des gens. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Est-ce qu'au lycée, tu te prenais des moqueries ou des remarques Non, sincèrement, ça allait encore, parce que c'était pas ma pire période. J'ai en plus maigré après le lycée. Ok. Je pense qu'au lycée, j'étais à peu près aux alentours de 45, entre 45 et 40 kilos. Et après, par contre, j'ai encore dégringolé... Jusqu'au 33. Jusqu'au 33, ouais. Donc non, finalement, alors j'avais pas de moquerie au lycée, c'était... d'ailleurs, je les en remercie, c'est venu un peu plus tard. Voilà, quand il y a eu une perte de poids encore plus importante, parce que ça a quand même été sur le long terme, là, ça a été un petit peu plus compliqué. Okay. Donc je me suis reconnectée à mon corps, ce qui était quelque chose d'énorme, et j'ai pris également conscience que ce TCA, en fait, n'était qu'un symptôme d'un mal-être bien plus profond, qui était mon mal-être au travail. Et c'est là où j'ai compris et je me suis vue. En fait, j'ai l'impression de faire un pas de côté à côté de moi et de me voir agir, ce qui est très très important au final. En fait, j'étais tout le temps dans le speed, il n'y avait pas de pause. Une journée de 7 heures de boulot, j'avais une demi-heure pour manger et je n'avais pas d'autre pause du tout. Donc, voilà, c'était sans fin.
Et je sais que je mangeais pour essayer d'avoir un peu de douceur, un peu de pause, me faire du bien dans la journée et échapper à ce rythme infernal que j'avais, quoi. Et j'ai mis un très très long moment à le comprendre parce qu'en parallèle, ça allait plus aussi dans mon travail pour d'autres raisons que juste, je crois que ce rythme de travail, de vie ne me convient pas. Il y avait d'autres choses, bref. C'est donc en comprenant d'où venaient mes TCA, qui n'étaient en fait qu'un symptôme d'un mal-être, que j'ai réussi à vraiment me sortir petit à petit de ça. Et au-delà de ça, il y a quelque chose que j'ai découvert et c'est ce à quoi j'aspirais, c'est manger de manière intuitive. Donc il y a ce côté où manger intuitivement, ça englobe et le manger émotionnel, c'est-à-dire je vais pas trop bien, je passe une seule journée, oh tiens, je vais manger un petit carreau de chocolat, ça va me faire du bien. Il y a ça. Ou le manger positif, hein, genre c'est un anniversaire, je mange un gâteau, on va prendre, je sais pas, on va déboucher du vin, ça va être super. Bref, il y a ça. Et en même temps, de pas penser sans cesse au prochain repas. Parce qu'il y a ça aussi. Des fois, je vois certaines femmes autour de moi qui, franchement, elles souffrent pas de troubles du comportement alimentaire dans le sens, voilà, hyperphagie, anorexie, boulimie, mais il y a quand même une espèce d'obsession de la nourriture. T'as fini un repas ou tu l'as même pas fini, qu'est-ce qu'on mange au prochain, voire encore à celui d'après. Il faut donc lâcher prise, mais le lâcher prise complet, ça fait extrêmement peur parce qu'on se dit, si je m'écoute et que je mange intuitivement, en fait je vais bouffer que des cookies. Sauf que ça fonctionne pas tout à fait comme ça, enfin notre corps est mine de rien assez bien fait et intelligent. Donc peut-être qu'au début, il va y avoir quelques cookies, quelques yaourts, quelques je sais pas quoi en plus. Mais c'est le temps que le corps, le cerveau comprennent que ça y est, on n'est plus dans une mentalité de manque, mais d'abondance. C'est-à-dire qu'il aura toujours ce dont il a besoin et ce qui aussi lui fait plaisir. Mais pour ça demande quand même vachement de choses. Dans le sens, en fait, il va falloir briser les croyances qu'on a à propos de nous-mêmes et de la nourriture. Se rendre compte qu'en fait, on n'a pas de l'amour inconditionnel pour nous quand on est comme ça. Et l'amour inconditionnel, c'est de s'aimer quoi qu'il arrive, avec 12 kilos en plus, 12 kilos en moins. Il y a eu des moments où tu as rechuté? Non. Ah ouais. J'ai pas rechuté, mais je me sens quand même toujours en sursis. Je me considère ex-anorexique comme on peut être ex-fumeur. Ouais, je vois. Le risque zéro de rechute n'existe pas pour moi, même si je suis convaincue qu'on peut véritablement en guérir. Moi, j'ai encore trop de choses à régler avec moi-même. Ok. Qu'est-ce qui t'ancre dans ce moment de ta vie-là où tu te sens guérie, où tu es guérie? Qu'est-ce qui t'empêche de rechuter, en fait? C'est ça la question. Moi-même. Justement, grâce aux accompagnements, grâce à beaucoup d'introspection aussi, j'essaye de me raisonner. Quand je sens qu'il y a un moment où je suis un petit peu plus sensible, on va dire, j'essaye vraiment d'intellectualiser et de raisonner. Et en fait, c'est moi qui m'empêche de rechuter, même si évidemment l'entourage a forcément son importance, que ce soit mon mari, mes parents, mais je pense que on est le principal acteur finalement de sa guérison. C'est évidemment mieux et plus facile d'être entouré, c'est très important, mais on a les cartes en main, quoi. Donc, mais c'est hyper fort en fait, parce que c'est ton mental, c'est ta culpabilité que tu t'es imposée à toi-même, qui t'a fait imposer cette épreuve, et t'arrives à ne pas rechuter grâce au mental qui est ressorti derrière. Je me dis, si j'ai été capable de m'infliger ça, je suis capable en fait d'utiliser cette force à bon escient. Ouais, c'est clair. Parce que pour s'empêcher de manger, pour s'infliger ce que je prenais de laxatif, puisque finalement c'est deux péchés en fait que j'ai totalement rejetés de ma vie, c'était la gourmandise et la luxure, parce que en plus compte tenu de mon apparence, j'avais aussi signé l'arrêt de mort de ma vie sexuelle. Ouais. Tout ce qui était source de plaisir, en fait, je n'y avais pas le droit. C'est la privation. C'est la privation au sens le plus général, large et le plus complet, le plus rude du terme. Donc je me suis dit, si j'ai eu la force de m'infliger ça, tout ce
toute cette volonté-là, je peux peut-être la mettre dans quelque chose d'autre. Comment est-ce que tu as réussi à nouveau sentir de la tendresse pour ton corps et à aimer ton corps, tout simplement? Grâce au tatouage. Oh, Et bah, c'est marrant parce que je crois que ma sœur, c'est pareil. Ouais. Ma sœur est beaucoup tatouée. Hmm. Ça lui va super d'ailleurs, Sophie. Je sais que tu écouteras ce podcast. Tes tatouages sont magnifiques. Et je me rappelle dans tes témoignages, tu me dis si c'est pareil pour toi. Ouais. Mais quand elle voit des photos sans ses tatouages, elle se dit putain, mais je suis vraiment à poil. Mm. Elle se sent complètement nue et c'est vrai que moi maintenant, si je l'imagine pas sans tatouage. Et ben moi c'est pareil. Et en fait, je me suis réapproprié mon corps. J'ai appris à l'aimer. J'y ai mis des belles choses dessus. Quand je me vois, il y a ça qui est joli, quoi. Donc c'est toujours ça de prix. Donc ce qui fait que en fait, je suis beaucoup tatouée, mais que sur les parties que vous ne voyez pas Ouais. au quotidien, c'est pour toi. parce que je les ai fait pour moi. C'est vraiment ça qui m'a permis Ok. de voir quelque chose de beau. Par contre, je voudrais vraiment aborder le côté positif des TCA, tout ce que ça m'a apporté d'avoir traversé un trouble du comportement alimentaire et d'en être guérie. Ça m'a apporté vraiment beaucoup de force mentale, une reconnexion avec mon corps mais finalement c'est le plus important parce que maintenant je suis très sereine avec la nourriture. Je culpabilise extrêmement peu. Je sais quand je mange pour me nourrir, pour nourrir mon corps en fait, et je sais aussi quand je mange pour nourrir mon cœur. Vraiment quand je sais que j'ai plus faim, mais là ça me fait vraiment plaisir de manger ça en fait. Voilà, donc je pense que c'est important de dégager le positif à chaque fois dans chaque situation qu'on vit, parce que je pense qu'on traverse des choses toujours pour une bonne raison. C'est des leçons de vie qu'on doit apprendre et ça ne nous en rend que plus forts finalement. Morgane, tu nous as apporté un livre de Lucrezia Lero qui s'appelle « Il y a des jours où je suis heureuse », qui est aux éditions des Lacs, qui est ta maison d'édition. Oui. Tu peux nous en parler ? Tu veux nous dire, ouais. Donc en fait, on va suivre dans ce court roman qui, c'est pas un roman où il y a forcément une intrigue ou quoi que ce soit, c'est vraiment la photographie d'un quotidien qui est dévasté par les troubles du comportement alimentaire, en l'occurrence ici la boulimie. Donc on va suivre le quotidien de cette jeune fille qui s'appelle le petit écureuil et de sa maman qui est totalement désemparée. Quelle que soit l'attitude qu'elle adopte, elle semble ne jamais convenir finalement à la jeune fille. Ça met vraiment en exergue l'enfer que sont au quotidien les TCA, et c'est un livre qui n'oublie pas la souffrance de l'entourage. C'est pour ça qu'il est très important. C'est aussi une pensée en fait pour tous ces accompagnants, pour tous ces aidants au quotidien qui sont démunis finalement face à ça. Voilà, en parlant de l'entourage, on se rend compte qu'il y a aussi l'absence du père dans ce livre-là, et il est important parce que en le lisant, si on est concerné, on se dit ok, on n'est pas seul. Et quand on n'est pas concerné, par chance, on dit, ah ouais, c'est ça. Voilà, ok, on comprend. Et c'est une histoire véritable, c'est l'histoire de plein de jeunes filles finalement qu'on peut croiser. Lucrezia a véritablement fait un travail d'appropriation de l'histoire et de retranscription. Elle a fait, avec la sensibilité qu'est la sienne, elle rend l'histoire entendable pour les gens. Elle retranscrit ça très fidèlement. Il n'y a pas de chiquet, il n'y a pas de fioriture. C'est une photographie comme vous n'en verrez pas d'autres. D'accord, ok. En autre recommandation, du coup, on va simplement vous mettre en lien la chaîne YouTube de Amina Sutter dont Sophie parle dans son enregistrement, et le site internet pour comprendre et définir ce que sont les TCA. Morgane, que conseillerais-tu à quelqu'un qui pense avoir soit un comportement anormal avec la nourriture, soit au pire des TCA? En parler. Voilà, il faut trouver quelqu'un à qui en parler, parce que ce qu'on ne dit pas finit par nous gangréner. Et c'est un premier pas en fait vers la guérison que d'en parler. Et j'aimerais surtout en fait que ces personnes-là n'oublient pas qu'elles ne sont coupables de rien, et surtout qu'elles sont aimables
pas dans le sens poli ou courtois, Oui. hein, Qu'elles mais peuvent être aimées. qu'elles peuvent être aimées. Ouais, Mm. je pense que c'est super important de leur rappeler, mais surtout en parler. Voilà. Il y a des associations au niveau local, même si on ne se sent pas encore d'en parler à un médecin, il faut tendre une première perche et un jour ça ira. Et il ne faut pas oublier en fait durant son chemin tous les gens qui ont essayé de nous tendre la main, même si on n'a pas forcément su les saisir au moment précis. Il faut le garder en tête. Il faut savoir que voilà, il y a des gens qui sont là et il y a des gens qui nous aiment. Je pense que c'est super important. On vous remercie à tous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. On remercie aussi les traditionnels Yvan, Thomas, Hamza, qui sont nos gassures, et Icar, et Bruno. Antoine, le FEC, de nous accueillir. Et vous aussi pour votre générosité sur Hello Asso. On remercie aussi tous nos abonnés pour votre soutien continu et les lecteurs de Morgane, quand même, qui ont Oui. posé des Ah oui. questions. Oui, merci beaucoup. Les lecteurs, cœur sur vous. Gros cœur sur vous. Merci aussi à Sophie pour son témoignage audio et à toi Morgane d'avoir participé. Merci. Vraiment merci de Je t'en t'être prie, ouvert. je vous en prie. Et si vous voulez prendre la place de Morgane, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou sur Facebook ou Instagram. Les réseaux sociaux. Les réseaux. Prendre Et, la place dans le podcast, hein, pas pour la maladie. Hein. Merci d'avoir précisé. Ouais, non, mais en fait, la phrase m'a paru Si super vous bizarre, voulez je vous prends la aussi place. avoir des Ah oui. troubles du comportement. Voilà. Eh bien, à bientôt pour un nouveau podcast. Merci Morgane. Merci à vous.